Bonjour à tous, on va commencer ce chat. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont là. Première expérience, on espère que ça va être passionnant. Alors, première question de nouvelle vie de Damien. Chalut aussi à Maolo-Loa. Chalut. Question de Damien, est-ce que Nouvelle Donne est un parti de la décroissance? En fait, pas vraiment la décroissance. C'est-à-dire qu'on pense que la croissance, on pense, première idée fondamentale, qu'on ne peut plus compter sur la croissance pour sortir du chômage. C'est une question vitale pour notre pays. Ça fait 30 ans que tous les politiques nous disent, vous inquiétez pas, la croissance revient, et c'est comme ça qu'on va sortir du chômage. Et on pense que c'est dramatique. Vous voyez cette courbe, je ne sais pas si on la voit correctement. On voit que depuis 50 ans, décennies, c'est la croissance en France depuis 1960. Et vous voyez qu'il faut être très très optimiste ou bien se moquer des chômeurs et des précaires pour penser que la croissance va revenir et va régler le problème. C'est, vous voyez, décennie par décennie, 1960, 1970, 1980, et c'est un cercle vicieux. Plus on attend le retour miraculeux de la croissance, plus on s'englue dans une croissance zéro. Depuis un an, il y a eu 300 000 chômeurs de plus, 400 000 ou 500 000 personnes qui sont tombées dans la pauvreté. Donc c'est plus de 700 000 personnes qui ont morflé, qui sont tombées au chômage ou un cran plus bas. C'est humainement dramatique et économiquement, c'est 700 000 familles qui vont consommer en moins. Donc plus on attend la croissance, plus on s'englue dans la crise jusqu'au prochain, la grosse crise financière. Mais inversement, on n'est pas non plus pour la décroissance. Si on avait en même temps une vraie politique du logement, une vraie politique d'économie d'énergie, on montre qu'au total, si on met en place les idées de Nouvelle Donne, qu'on peut créer 2 millions d'emplois. Et si on crée 2 millions d'emplois, il y a 2 millions de familles qui vont retrouver 2 millions de personnes, qui vont retrouver un salaire, un revenu, et qui vont pouvoir vivre correctement. Et si on fait un gros paquet sur le logement ou sur les économies d'énergie, pendant quelques années, ça va peut-être booster la croissance. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que attendre la croissance, c'est une politique dramatique, c'est un suicide collectif. Il faut inventer un nouveau modèle sans croissance, pour des raisons sociales, pour des raisons climatiques, pour des raisons anthropologiques, de mieux vivre chacun de nous et mieux vivre ensemble. Donc compter sur la croissance est dramatique. Et on ne sait pas si notre politique aura un impact positif ou négatif sur le PIB. Peut-être que dans un premier temps, ce sera positif. Mais après ça, si on consomme 40% d'énergie en moins, nos factures de chauffage vont diminuer, nos factures de pétrole vont diminuer, et le PIB va peut-être diminuer si on consomme moins d'énergie. Et on s'en fiche parce qu'on vivra bien et qu'on pourra vivre avec, on aura tous un boulot, une vie correcte, une cohésion sociale renouvelée. Donc on est, à la différence de quasiment tous les autres partis, on ne compte pas sur la croissance, mais on ne compte pas non plus sur la décroissance. C'est Edgar Morin qui disait ça l'autre jour. Il y a des choses qui doivent croître, le nombre de gens qui sont bien dans leur peau, le nombre de gens qui ont un logement correct, un boulot intéressant, qui ont accès à la culture, qui ont le temps de faire la fête avec les amis. Ça doit croître. Et ce qui doit décroître, c'est notre consommation d'énergie, le gaspillage alimentaire, les terres arables qu'on fout en l'air, les gens qui se flinguent parce qu'ils ne savent pas comment vivre. Il y a des choses qui doivent décroître absolument. Question suivante. Merci. Quel espace reste-t-il entre les socialistes et l'extrême gauche? C'est une question de Jacques. Il y a un énorme espace, puisque le PS, hélas, et c'est de plus en plus clair, accepte une politique qui nous amène dans le mur, on va y revenir, et que le front de gauche, on a sans doute des objectifs communs, un humanisme commun, mais sur le fond, on a des désaccords en matière économique assez très importants avec le front de gauche. Je reviens sur la politique du PS, la politique de l'offre. Ça ne peut pas marcher. C'est pas un a priori idéologique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des économies sur des médicaments. Il y a sans doute des économies à faire. On est le pays qui mange le plus d'antibiotiques. On consomme 3 fois plus d'antibiotiques que d'autres pays d'Europe. Donc on peut faire sans doute des économies. On peut sans doute améliorer l'efficacité de nos services publics sur certains territoires. Mais globalement, quand le président ou quand Arnaud Montebourg disent qu'il faut faire, les vœux d'Arnaud Montebourg, c'est on va créer 2 millions d'emplois comme en Allemagne ou aux États-Unis. Ça veut dire que leur modèle, c'est l'Allemagne et les États-Unis. Et bien justement, les pays qui ont mis en place cette politique de l'offre, ça ne marche pas, ni du point de vue social, ni du point de vue économique. Aux États-Unis, par exemple, le pays qui est souvent cité comme modèle, je ne sais pas si on le voit correctement, le taux d'activité s'est effondré. L'autre jour, c'est le patron de la Banque centrale, c'est pas un économiste isolé et marginal qui le dit, c'est le patron de la Banque centrale qui dit attention, les États-Unis ne sont pas du tout sortis de la crise et même s'enfoncent dans la crise. Ben Bernanke dit le bon indicateur, c'est pas la croissance, c'est pas le chômage, parce que tous les mois, il y a 400 000 ou 500 000 Américains qui tombent dans les chômeurs découragés, qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils sont dans une galère encore plus grande.
Et donc c'est Ben Bernanke qui dit le bon indicateur, c'est le taux d'activité. Combien d'Américains qui sont actifs, qui ont un boulot ou qui sont au chômage mais qui sont actifs. Et vous voyez que ce taux d'activité s'effondre. Même la semaine dernière, il est tombé à 62,8%. Donc même aux États-Unis, le pays où le coût du travail est le plus faible, le pays où le code du travail est le plus simple, le modèle du MEDEF et de l'UMP, et peut-être une partie du PS maintenant, on voit que ça ne marche pas. Il faut créer des centaines de milliards, la Banque centrale doit créer des centaines de milliards de dollars, plus de 900 milliards en un an pour financer les déficits, pour maintenir un peu de croissance, mais l'activité, le taux d'activité s'effondre. En Allemagne, il y a tellement de petits boulots que la durée moyenne est tombée à 30 heures par semaine, et la semaine dernière, l'Allemagne disait notre croissance retombe à 0,4%. Donc il y a des choses très bien en Allemagne, la politique de formation, la politique du logement, il y a un système beaucoup plus démocratique que chez nous, donc il y a des choses très bien en Allemagne, mais il y a une précarité terrible. Hartz IV, c'est en moyenne moins 7% sur les salaires, et même économiquement, la croissance retombe à 0,4. Il y a de gros doutes, même en Allemagne, sur la pérennité du modèle. Donc le PS est en train de se résigner à une politique de l'offre qui ne peut pas marcher. Et quant au front de gauche, quand le front de gauche dit qu'il faut augmenter de 60% le SMIC dans le programme, je relisais la semaine dernière le programme du front de gauche, au-delà d'un certain humanisme qu'on partage, concrètement, quand vous dites que vous voulez augmenter le SMIC de plus 60% et supprimer toutes les exonérations patronales, c'est-à-dire que vous allez doubler le coût du travail. Donc d'un côté, on a un PS qui court après le MEDEF en disant qu'on va baisser le coût du travail, ça va tout régler. De l'autre côté, le front de gauche qui va doubler le coût du travail. Je pense qu'on peut supprimer 2 millions d'emplois si on double le coût du travail. Nouvelle Donne a des propositions, je crois, beaucoup plus concrètes et beaucoup plus crédibles. Donc il y a un énorme espace entre le PS et le front de gauche, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas à gauche et qui votent pour nous parce qu'ils sont convaincus par nos idées. Question de Jocelyne. Rebonjour pour après le petit problème technique. Question de Jocelyne. Comment faire, selon vous, pour convaincre ceux qui, malgré leur intérêt pour les propositions de Nouvelle Donne, continuent à penser qu'un vote pour le PS reste le vote utile? Je pense que si la confiance dans le gouvernement est tombée à 18%, la dernière enquête du CEVIPOF est quand même dramatique. Le rejet de toutes les politiques classiques et le rejet de la politique actuelle du gouvernement, on n'a jamais vu ça, on est dans une crise démocratique inouïe. Visiblement, voter pour le PS, ça veut dire que tout va bien, qu'il faut continuer cette politique. Si on crée Nouvelle Donne, c'est qu'on pense qu'on va dans le mur, on ne fait rien de sérieux sur les questions sociales, rien de sérieux pour sauver le climat, rien de sérieux sur les questions de logement, rien de sérieux pour changer l'Europe, rien de sérieux en matière démocratique, on n'en peut plus de ce système monarchique où les députés et les ministres apprennent par la radio la politique qu'ils vont devoir soutenir. Il n'y a plus aucun débat, ni au PS, ni dans le groupe parlementaire, ni au gouvernement. C'est un tout petit nombre de gens qui décident une politique qui manifestement va vers l'échec. Donc, en matière sociale, en matière climatique, en matière européenne, en matière démocratique, il faut vraiment une nouvelle donne. Et le vote le plus utile, je crois, c'est de prendre un moment pour réfléchir. On ne vous dit pas de voter pour nous de façon aveugle. On dit aux gens, voilà, quand vous faites une soirée football avec les copains, vous prenez 2 heures, vous commandez des pizzas, vous prenez 2 heures et vous trouvez ça normal. Est-ce que vous pouvez prendre 2 heures pour réfléchir où va la société et comment est-ce que vous voulez faire bouger les choses? Si vous trouvez que tout va bien, votez pour le PS aux européennes. Si vous voulez faire péter le système, votez pour le Front National ou votez pour le Front de Gauche, voilà. Mais si vous voulez construire quelque chose, si vous êtes en colère, vous avez de bonnes raisons, mais si vous voulez construire une nouvelle politique, engagez-vous, venez nous rejoindre maintenant, qu'on réfléchisse ensemble, et qu'on retrouve nos manches ensemble. Et le 25 mai, votez pour nous, je crois que c'est le meilleur vote. Certains attendent l'échec de la gauche, à droite ou à l'extrême gauche. Il y en a qui attendent l'échec, le plantage. Et nous, on pense que c'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans qu'il faut changer de politique, c'est cette année. Et de toute façon, Nouvelle Donne continuera, mais déjà, ce serait bien si cette année, on arrivait à provoquer un sursaut. Philippe Lucas qui dit « Je souhaite inviter à Berlin, vous inviter à Berlin pour une réunion publique ». Très bonne idée, que ce soit moi ou ou une autre fondatrice ou fondateur de Nouvelle Donne. On pense effectivement qu'il faut qu'il y ait des Allemands, des Tchèques, des Italiens, des Espagnols sur la liste de Nouvelle Donne, qu'on fasse campagne ensemble. Et on viendra à Berlin avec plaisir. Merci Philippe pour l'invitation. Philippe qui nous dit que merci, bonjour Pierre et Bruno, je transmettais à Bruno qui est bloqué. Je trouve que vous êtes le duo politique le plus sympa depuis Stone et Chardin. Je suis flatté, je ne sais pas si je suis Stone ou Chardin, mais je suis très fier de participer à cette chouette aventure. Super, bienvenue Philippe de nouveau. Yann, peut-on se présenter au municipal sous l'étiquette Nouvelle Donne? Non. C'est un peu difficile comme décision, mais on a décidé tous ensemble, le Conseil national provisoire, donc
on construit une nouvelle donne depuis 2 mois, on essaie d'être le plus démocratique possible. Donc on a créé un conseil national provisoire, petit à petit toutes les régions sont représentées, et on a décidé au mois de décembre de ne pas aller au municipal, parce qu'on avait déjà 60 demandes, souvent des gens très très bien, qui voulaient porter les couleurs de Nouvelle Donne, mais ça aurait été très compliqué d'aller dans chaque ville, de rencontrer les gens, de vérifier que tout le monde avait vraiment la même charte éthique, qu'il n'y avait pas quelqu'un d'un peu bizarre caché dans la liste, que le programme était cohérent vraiment, voilà, donc ça nous aurait pris une énergie fabuleuse. Or, on veut vraiment profiter des européennes pour faire entendre un message clair et fort, et on ne pouvait pas s'éparpiller. On a un petit mouvement, un jeune mouvement, même si on va bientôt arriver à 5000 adhérents bientôt, et donc on veut concentrer nos forces, un peu plus de 4400 aujourd'hui, donc on veut concentrer nos forces, nous disons, un peu plus qui ont déjà cotisé, à jour de cotisation, donc on veut concentrer nos forces sur les européennes, donc voilà pourquoi on ne va pas au municipal. La question suivante, je déroule, c'est automatique. Envisagez-vous des alliances au niveau national ou au niveau du Parlement européen? Au niveau national, aucune. Si on a créé une nouvelle donne, tout le monde nous dit qu'on est proche, les gens du PS nous disent pourquoi vous n'êtes pas restés, les gens du Front de gauche nous disent qu'on est proche, les gens de l'Europe Écologie, certains du Modem, mais non, on pense, prenez le temps de lire nos propositions. On a des choses vraiment différentes à dire sur la charte éthique, sur nos propositions, sur la façon de faire de la politique, sur la façon de mettre le pays en mouvement, sur les limites de la croissance, sur comment on met le paquet pour sauver le climat. Donc, si on crée une nouvelle donne, c'est qu'on est vraiment différent, même si on peut avoir un débat républicain avec tout le monde. Et au niveau du Parlement européen, oui, sans doute, si les citoyens nous donnent des voix le 25 mai, on espère avoir des élus au Parlement européen, et on s'associera avec d'autres, sinon on ne peut pas se faire entendre au Parlement européen, mais on ne va pas faire l'histoire de Perrette et le Potolet, c'est d'abord rencontrer les citoyens, d'abord faire campagne, d'abord faire un bon score le 25 mai, et après ça on verra, mais il y a déjà au moins 2 groupes où des députés européens nous ont dit qu'on serait les bienvenus et qu'on allait faire bouger les lignes et faire bouger les mentalités, les raisonnements si on arrivait à Bruxelles et à Strasbourg. Donc on a déjà au moins 2 groupes qui nous disent qu'on pourrait les rejoindre en améliorant entre guillemets leur projet. Mais ça, on le verra le 26 mai. D'ici là, on fait campagne tous ensemble. Question suivante. Concrètement, Doggy Point qui demande concrètement comment pouvons-nous développer le mouvement localement en faisant des débats. On était avec Bruno, qui était tout à fait à l'heure lundi, on était dans le TGV, il était même avant moi dans le TGV, mais là il a beaucoup de boulot cet après-midi. On était à Besançon, invité par des amis de Besançon, c'était impressionnant, on était plus de 500 dans la salle, plus de 500 personnes, il y a des photos je crois sur le site, un débat passionnant, plus de 3 heures de débat, avec des gens de toute la région, y compris ça m'a frappé une étudiante qui a fait 130 km pour venir avec ses parents. Depuis, elle a fait 130 km à l'aller, 130 km au retour. Quand on dit que les gens ne s'intéressent plus à la politique, on était 500, dont des gens qui avaient traversé la région. Et donc, il faut faire des débats et derrière, créer des groupes Nouvelle Donne. Il y a déjà 40 départements où on a créé des groupes. Benjamin est en train de vous donner les moyens. Vous pouvez aller sur le site, voir les comités locaux qui existent déjà. Et sinon, cliquez, vous envoyez un mail dans la région et on vous mettra en relation avec d'autres personnes de votre ville ou de votre département. L'autre jour à Paris, on avait plus de 300 personnes, rien que pour organiser une réunion, comment s'organiser concrètement sur Paris, comment aller à la rencontre des citoyens, comment aller dans les immeubles, tracter, rencontrer les gens, parler avec les citoyens. Donc on est en train de créer des groupes, c'est pour ça qu'on est un peu crevé, on est en train de créer des groupes dans toutes les régions, dans la plupart des départements, à Paris dans tous les arrondissements. Ce soir, on a une réunion pour le 11e et le 12e, hier c'était le 18e, 19e. Je crois, il y a une réunion dans le 78, dans le 92, dans les Côtes d'Armor, à Rennes, dans le Morbihan, à Strasbourg, à Mulhouse, à Lyon, voilà. Donc, engagez-vous, les amis, c'est notre avenir qui est en jeu, c'est pas quelqu'un d'autre qui va décider à notre place, c'est pas quelqu'un d'autre qui va structurer le mouvement. On compte sur vous, rejoignez-nous par Internet, et dès qu'il y a 3 ou 4 personnes qui veulent créer un groupe local, bon, je vous dis, on est plus de 4400 adhérents, et dès que vous êtes dans un département, on envoie un mail à tous les adhérents du département et vous dites que c'est à telle heure, tel jour qu'on fait la première réunion. Question suivante. Bonjour, cela signifie-t-il qu'il y aura des candidats aux européennes? La réponse est oui. Visiblement, je parle trop vite, mais la réponse est oui. Le moment où on veut permettre aux citoyens de reprendre la main,
c'est les européennes. On a de la chance d'être en démocratie. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Égypte, tous les jours il y a un attentat, il y a plein de pays où les gens meurent, où les gens se battent pour la démocratie. On a la chance que se battre pour la démocratie, c'est ce qu'ont fait nos arrière-grands-parents, arrière-grands-pères et grands-mères pour le droit de vote pour tous, hommes et femmes, depuis l'âge de 18 ans. On a la chance d'un pays où on peut critiquer le pouvoir et dire qu'il y a une alternative. Donc profitons-en, n'ayons pas peur de nous saisir de la démocratie. On est citoyens, on est adultes. Donc oui, on présentera des listes Nouvelle Donne partout, aux européennes. Et on va faire un peu autrement, on va faire de façon assez différente des autres politiques. Dans tous les partis, ils sont en train de se déchirer pour savoir qui va être tête de liste. Cette semaine, c'est l'UMP qui se déchire. Il y a un mois, c'était au PS. Ils n'ont pas encore de programme, mais ils se déchirent pour savoir qui sera candidat. Tandis que nous, on a déjà 20 propositions, un diagnostic et 20 propositions. On va les améliorer. On prend 3 mois de travail pour les améliorer, mais déjà, on commence à faire campagne pour les faire connaître. Et c'est seulement au mois d'avril qu'on dira qui est candidat. Et c'est pas moi, Pierre, ou Bruno, ou Audrey, ou Benjamin qui diront je suis candidat, c'est moi qu'on a vu à la télé. C'est tous ceux et celles qui seront adhérents de Nouvelle Donne et qui auront mouillé la chemise pour faire des débats, pour rencontrer des citoyens, pour faire connaître nos idées. C'est tous ceux et celles qui seront donc dans Nouvelle Donne qui diront je demande à Cynthia, je demande à Audrey, je demande à Tartampion d'être candidat pour rendre service. À nos yeux, la politique, c'est pas une carrière, c'est rendre service à des idées et à un peuple, à des citoyens. Donc c'est au mois d'avril qu'on dira à qui on demande d'être candidat. Et à ce moment-là, Audrey, Cynthia, Tartampion dira s'il veut ou pas être candidat et on fera les listes. Mais d'abord, à nos yeux, faire connaître les solutions. On est dans un pays où beaucoup de gens sont désespérés, pensent qu'il n'y a aucune alternative, aucune solution. On veut d'abord montrer qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Avant de parler de qui peut être candidat pour aller à Bruxelles ou Strasbourg, on veut d'abord tous ensemble montrer qu'il y a des solutions. Question suivante. Voilà, Lionel. Alors, je n'ai Lionel qui dit qu'il est en Lorraine, qui n'a jamais participé à aucun mouvement. Bien, bienvenue. Je fais partie du démarrage du groupe Lorraine. Quel conseil pour les débutants motivés? Qu'est-ce qu'un militant pour vous? Un militant, c'est un citoyen qui se dit que c'est à lui de décider son avenir. Je commence souvent les débats le soir, avant de parler d'économie, avant de parler du climat, avant de parler de l'Europe, par un vieux souvenir. C'est mon dernier souvenir quand j'étais étudiant. En avril 89, c'était le plus grand spécialiste de l'Allemagne qui était à Sciences Po et qui nous avait dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Il en était sûr, le gars était assez lourdeau, assez sûr de lui, et pendant 3 heures, il nous a expliqué que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. En fait, 5 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé. Et c'est pas un accord entre grands chefs politiques, un accord entre diplomates qui a fait tomber le mur de Berlin. Ce sont des citoyens, militants, ce sont des hommes comme Lionel, comme moi, comme Audrey, comme Benjamin, c'est tous on peut, ce que dit Václav Havel, c'est qu'on peut faire bouger les choses, même si on pense qu'on n'a aucun pouvoir, chacun de nous se sent tout petit, vu la gravité de la crise. Mais si on est ensemble, des milliers, à faire campagne, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et nous, aujourd'hui, on peut faire tomber le mur du financiarisme, on peut faire tomber le mur du chacun pour soi, le mur de ceux qui mettent la haine entre les gens, et on peut construire une nouvelle société. Donc être militant, c'est ne pas rester chez soi à se désespérer ou à dire putain ils sont tous nuls, j'ai voté pour eux mais je suis vraiment trop déçu. On a tous envie de dire qu'ils sont nuls et qu'on est déçus, et de rester chez soi. Mais être militant, c'est accepter de sortir dans la rue et d'aller rencontrer d'autres gens en disant ensemble on peut faire bouger les choses. Concrètement, comment on organise? En Lorraine, vous avez dû vous mettre en relation avec d'autres copains de Nancy ou de Metz. Vous organisez une première réunion à Nancy, vous dites voilà le café, place de la mairie, samedi dans 15 jours de 10h à 13h. Tous ceux qui sont adhérents de Nouvelle Donne ou tous ceux qui sont sympathisants, qui reçoivent la newsletter, on se retrouve et on commence à voir comment on s'organise. On peut faire un grand débat public dans un mois. Vous trouvez une salle à Nancy ou à Metz ou les deux. On vient avec Isabelle Attard, avec Isabelle Morer, avec Bruno, avec d'autres. Et puis vous prenez aussi vous la parole. À chaque fois, il y a des responsables nationaux et des responsables locaux. Et puis on explique les idées de Nouvelle Donne. Et puis il y a 400, 500, 600 personnes qui repartent convaincus, qui repartent avec des documents de Nouvelle Donne et qui vont eux aussi s'engager et en parler à leurs copains ou à leurs voisins dans leurs immeubles. C'est comme ça qu'on fait partir un mouvement. Les gens sont intéressés, ils repartent avec des petits bouquins, ils en parlent à leurs voisins, ils vont sur le site et c'est comme ça qu'on va faire campagne. Autre question de BJ. Pouvez-vous éclaircir les différences entre Roosevelt 2012 et Nouvelle Donne?
Oui, Roosevelt 2012, c'est le mouvement citoyen qu'on a créé il y a 2 ans avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, avec Lilian Thuram, avec Bruno Gassio, on était 8 ou 9 le premier jour chez Stéphane Hessel. Et on s'était mis d'accord, il y avait le petit-fils de Roosevelt, le petit-fils du président Roosevelt, Curtis Roosevelt était là, et on s'est mis d'accord sur 15 propositions, en disant quand la crise en 1933, quand Roosevelt est arrivé au pouvoir, c'était le drame total, les gens ne croyaient plus à la politique, il y avait des millions de chômeurs, des millions de pauvres, et Roosevelt, alors qu'il était vieux et paralysé, Roosevelt, par sa façon de faire la politique, en parlant aux gens, à l'intelligence des gens, en étant libre par rapport au lobby financier, et il a fait passer 15 réformes en 3 mois, et Roosevelt, au moment où l'Europe tombait dans la barbarie, Roosevelt a montré que la politique peut être efficace et il a sauvé l'essentiel, la démocratie et la cohésion sociale aux États-Unis. Alors le monde a beaucoup changé depuis 1933, la question du climat, la question de l'énergie, les attentes des gens ne sont pas les mêmes qu'en 1933, mais le fait de faire de la politique en parlant à l'intelligence des gens, en comptant sur les citoyens pour construire l'avenir, en étant libre par rapport au lobby financier, ça c'était bon en 1933 et ça reste vrai en 2014. Donc on a créé ce collectif il y a 2 ans, on a fait connaître nos idées, on a eu plus de 110 000 personnes en France qui ont soutenu ces solutions. On est allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon. Le Nouvel Observateur de cette semaine, la semaine dernière, racontait comment Jean-Marc Ayrault cet été était à 2 doigts de changer de politique. Jean-Marc Ayrault m'avait dit, quand j'avais montré cette courbe à Jean-Marc Ayrault, Jean-Marc m'avait dit, tu sais, je suis comme toi, tous ceux qui disent que la croissance revient, je n'y crois pas. Donc et le Nouvel Observateur dit que Ayrault voulait changer de politique, mais qu'Hollande n'a pas voulu. Et ça, c'est leur problème, on n'est pas dans leur discussion. Maintenant, on crée une nouvelle donne. Le collectif Roosevelt continue. Le collectif Roosevelt a un vrai plan d'action. Moi, je n'en suis plus responsable. Depuis l'Assemblée générale, c'est Bruno Lamour qui est le président. Il y a un bureau et un conseil d'administration très sympa et très efficace qui prend la suite. Et il y a un vrai plan d'action pour l'association Roosevelt 2012. Il faut en un certain nombre, avoir créé Nouvelle Donne. C'est depuis le mois de fin juin qu'on y réfléchit. C'est depuis le 28 novembre que Nouvelle Donne existe publiquement. Et on espère être bientôt 5000 et on fait campagne aux 4 coins du pays. Donc, il y a un réseau associatif qui travaille avec des syndicats belges, des syndicats allemands, des syndicats espagnols pour faire bouger les choses dans la vie, dans la société civile. Et il y a le mouvement politique Nouvelle Donne qui va aux européennes, qui ira aux législatives, qui ira aux présidentielles, qui veut montrer qu'on peut faire de la politique autrement en termes de pratique et en termes d'efficacité sur la vie quotidienne. Se tiendra la réunion de lancement du comité de Poitou-Charentes. Je fais l'annonce pour ceux qui ne le voient pas, peut-être que tout le monde le voit. Demain, le lancement du comité local de Poitou-Charentes à 14h à Niort, espace du Guesclin. Voilà. Merci à Jean-François qui envoie l'info. The Lillois. Comment faire une semaine de 4 jours sans augmenter le coût du travail? Audrey, tu peux me passer le bouquin avec Michel Rocard, pardon, excuse-moi. Où je suis bloqué là. Merci. Pardon. Il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours sans augmenter du tout le coût du travail. Et je me dis qu'on va le mettre sur le site internet. Mais l'idée, c'est que quand l'entreprise passe à 4 jours, elle reste ouverte 5 jours ou 6 jours pour les clients. Si, par exemple, une auto-école qui recevait des clients 6 jours par semaine va rester ouverte 6 jours par semaine. Une usine de yaourt comme Maminova, une usine de jambon comme Fleury-Michon reste ouverte 6 jours par semaine. Mais tous les salariés passent à 4 jours. En moyenne, 32 heures pour ceux qui comptent leurs heures. Et puis, il y a des métiers où on ne compte pas les heures, quand on est DRH, quand on est commercial, on fait 4 jours au lieu de faire 5 jours, c'est des journées bien remplies, on fait 4 jours. Et l'idée, c'est que si l'entreprise passe tous les salariés à 4 jours, de façon souple, mais que tout le monde en profite en termes de qualité de vie, et s'il y a 10% d'emplois créés, c'est fondamental, ça n'était pas dans les lois sur les 35 heures, il faut qu'il y ait 10% d'emplois créés en CDI, des vrais emplois, l'entreprise arrête de payer les cotisations de chômage, ce qui est à peu près 8% du salaire. Et donc, je ne sais pas si on le voit correctement, mais ça, à la fin du livre qu'on a fait avec Michel Rocard, et on va le mettre sur le site internet, voilà l'accord de financement dans une vraie entreprise avec 800 salariés. Les 800 salariés sont passés à la semaine de 4 jours. On a créé 130 emplois. Il y a 130 personnes qui ont retrouvé un vrai boulot en CDI avec un vrai salaire. Et ils ont simplement bloqué les salaires. Il n'y a pas eu de baisse de salaire, mais l'entreprise arrête de payer les cotisations de chômage. Donc, vous voyez, dans une entreprise, c'est Maminova, vous vendez des yaourts et de l'emmental chez Carrefour et chez Leclerc. Vous ne pouvez pas augmenter d'1 centime les coûts de production. Les actionnaires ne veulent pas perdre 1 centime non plus. Et donc, sans augmenter les coûts de production et sans faire perdre les actionnaires, il y a une pub pour le bouquin, vous pouvez le trouver en format poche.
Je sais pas qui envoyé la pub, merci, mais on peut même le trouver pour 6 euros en format poche, ou le lire à la bibliothèque municipale du quartier. Mais c'est un bon argumentaire qui développe en gros toutes les propositions qu'on met sur la place publique en matière économique et sociale. Après ça, Nouvelle Donne va sortir un manifeste au mois d'avril, qui sera le résultat d'un travail collectif, où il y aura aussi nos propositions en matière démocratique et sur d'autres sujets, puis il y a des groupes de travail qui se mettent en place. Question de Manchou. Si le PIB et la croissance ne sont pas des indicateurs fiables, sur quels critères peut-on évaluer la santé économique d'un pays? Justement, si Dominique Méda était là, elle en parlerait mieux que moi. Il y a Dominique Méda, Patrick Livret, travaille depuis très longtemps sur des indicateurs sociaux. Le PIB, ça veut vraiment rien dire. Parce que s'il y a un tremblement de terre et que tous les immeubles sont détruits et qu'il faut reconstruire, c'est bon pour le PIB. Si tout le monde est malade, pas bien dans sa peau et prend des anxiolytiques tous les soirs, c'est bon pour le PIB. Par contre, si les gens sont heureux, s'ils vivent cool, s'il n'y a pas besoin de construire plus de logements parce que tout le monde a un logement correct, s'il n'y a pas de dégradation, si les gens mangent peu de médicaments parce qu'ils sont en bonne forme et qu'ils vivent bien, le PIB va croître moins. Si les gens consomment moins d'énergie, s'ils font du covoiturage au lieu d'avoir chacun leur voiture, le PIB va augmenter moins. Donc on voit bien que le PIB n'est pas un bon indicateur et qu'il faut plutôt des indicateurs sociaux et écologiques. Combien de gens ont un vrai boulot? Combien de gens ont un appartement pas trop cher et assez grand? Combien de gens ont accès à la culture? Combien de gens prennent moins d'une demi-heure dans les transports en commun pour aller à leur boulot tous les jours? C'est plutôt des indicateurs que les citoyens pourraient définir, parce qu'ils ne sont pas les mêmes dans chaque région, dans chaque pays. Mais on voit bien que l'indicateur du PIB n'a plus aucun sens, parce qu'il met des carottes et des chaussures dans le même indicateur et que ça n'a aucun sens. Lou Pirate qui demande en quoi Nouvelle Donne est différent des autres partis. C'est à vous de le dire, on sera content si dans 6 mois les gens disent c'est vraiment différent. Ce qui est peut-être différent, je vous dis, c'est quand à Besançon lundi, ça nous a frappé Bruno Gassio et moi, et puis tous ceux et celles qui étaient là, qui avaient tracté pour organiser le débat, et encore merci à toute l'équipe de Besançon. Il y a 500 personnes qui viennent, malgré le froid, malgré la pluie, il y a 500 personnes qui viennent pour parler du chômage et de la précarité. Et c'est un débat. Bruno et moi, on a causé pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et puis il y a eu 2 heures de débat. C'est pas un meeting. On est là pour dire que les autres sont nuls et on se fait applaudir donc les autres sont nuls et on est géniaux. On est là pour proposer une lecture de la crise, proposer des solutions et puis on en débat et on sort tous plus intelligents à la fin de la soirée. Ceux qui sont dans la salle comme ceux qui sont sur l'estrade, on est tous plus intelligents et on a envie d'aller au combat. C'est pas pour faire des carrières politiques, autre différence, on n'est pas là pour faire des carrières. Parmi les fondateurs les fondatrices de Nouvelle Donne, il y en a beaucoup qui n'ont aucune envie d'être députés, mais comme citoyens adultes, ils ont envie de faire bouger les choses parce qu'ils n'ont pas envie de voir l'effondrement de la société française, de la société européenne, de la planète. Donc notre but n'est pas de faire une carrière. La plupart d'entre nous, on a un boulot, qui est à l'hôpital, qui est à Canal+, qui est secrétaire dans une entreprise, qui est chômeur, qui est jeune retraité, mais juste en conscience, on a envie de faire bouger les choses. Donc je crois qu'on a une différence aussi, c'est que notre premier texte, c'est la charte éthique. Ceux et celles qui ont décidé au mois de juin de créer une Nouvelle Donne, avant de travailler sur le programme, on avait des idées en commun grâce à Roosevelt, le collectif Roosevelt. On s'est dit que la première chose qu'on voulait rédiger, c'était une charte éthique. Et on va faire un contrat. On travaille avec des amis d'Anticor pour que cette charte éthique, elle ait une vraie valeur contraignante. Parce que vous savez, il y a par exemple des députés qui avaient signé en disant qu'ils n'allaient pas cumuler, qu'ils étaient hostiles au cumul, qu'ils étaient pour le non-cumul. Et puis dès qu'ils se retrouvent députés, ils oublient leur signature. Et comme ça n'est pas un contrat, on ne peut pas agir en justice pour les obliger à respecter leur signature. Ça dit que nous, notre charte éthique, ce sera un contrat. Donc quelqu'un qui voudrait être candidat Nouvelle Donne aux européennes, aux législatives, aux régionales, il devra signer un contrat et la charte éthique a une valeur contraignante. On est vraiment pour le non-cumul, on est vraiment pour un fonctionnement démocratique, on veut vraiment changer les politiques. En quoi est-ce qu'on est différent? C'est que on a sans doute des mesures assez radicales sur la politique du logement, sur le financement, sur le rôle des banques, sur le temps de travail, sur le climat. On y va franchement, on se dit que c'est pas avec des rustines, c'est pas avec des demi-mesures qu'on va s'en sortir. Mais donc on est, je crois, assez radical dans le fond, mais assez on veut rassembler un maximum de gens. On est très content qu'il y ait en même temps des patrons de PME et des syndicalistes qui, dans la même équipe, portent les idées de Nouvelle Donne. On ne cherche pas le conflit. C'est quelque chose qu'on a retenu de Stéphane Hessel, c'est qu'il faut être d'autant plus fraternel dans la façon de parler les uns aux autres, même si on a un vrai désaccord. Si je suis en débat avec Bernard Cazeneuve ou en débat avec Pierre Moscovici, on a des vrais désaccords. Ce qu'ils font est grave à nos yeux, mais on va leur parler comme à des amis, comme à des frères. Le même principe de fraternité qui fait qu'on trouve scandaleux
qu'il y ait des gens, des hommes et des femmes qui dorment dans la rue ou qui cherchent de la nourriture dans les poubelles. Ce principe de fraternité fait qu'on se met en mouvement et qu'on sort de nos routines et qu'on se met tous ensemble pour créer une nouvelle donne. Et le même principe de fraternité fait qu'on parle aux citoyens comme à des gens qui sont capables de comprendre, qui ont une intelligence, et qu'on parle aux autres politiques. On les engueule pas, mais on essaye de les faire bouger, sinon on prendra leur place s'ils sont pas capables de bouger. Philippe du Morbihan, après les européennes, envisagez-vous les législatives? Oui, sans doute, il y aura les régionales, il y aura les législatives. On voudrait, vu la gravité de la crise, on voudrait faire un très bon score aux européennes le 25 mai. Vous savez que chaque fois aux européennes, il y a un mouvement qui crée la surprise, pour le meilleur ou pour le pire. Une fois, c'est Philippe de Villiers qui fait 12%, une fois, c'est Europe écologique qui fait 16%. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un énorme rejet des politiques classiques. On voit que partout où Nouvelle Donne fait des débats, il y a beaucoup de monde et beaucoup de gens enthousiastes à la fin des débats. Donc, on voudrait déjà au moment des européennes provoquer un sursaut et obliger l'équipe qui dirige ce pays à écouter les citoyens et à écouter nos idées. Donc on voudrait cartonner, pour être clair, on voudrait créer la surprise le 25 mai, mais après ça, il y a les élections régionales, il y a les législatives, évidemment on continuera, on n'est pas assez naïf pour croire que tous les problèmes seront réglés le 26 mai. Question de Dom Cole, comment allez-vous financer votre campagne? Comme tous les autres, Cahuzac l'a fait, non, le Bettencourt, non, je rigole. On n'a aucun financement, ni par la CIA, ni par Madame Bettencourt. Donc, on va financer notre campagne uniquement par les adhésions et les dons. On a 4400, 4500, 4600 adhérents, il y en a qui arrivent tous les jours. Donc on a déjà reçu plus de 200 000 euros, on est tout à fait transparent, on a déjà plus de 200 000 euros qui sont arrivés depuis que Nouvelle Donne existe, en 2 mois, ce qui nous a permis d'avoir 4 permanents et des bureaux, vous voyez dans le quartier de la Bastille, donc on est tout à fait transparent, et on va... Bonjour, vous êtes beau et gentil. Je remercie Anton Benelli. Et ça fait plaisir parce que c'est pas la vie de tout le monde, mais vous aurez des responsabilités importantes dans le mouvement. Il y en a qui rigolent, je trouve ça un peu déplaisant. Donc comment allez-vous financer la campagne? Par les dons, par des adhérents et adhérentes. Je suis troublé par ce compliment. Vandris qui dit merci Pierre, ça fait du bien d'entendre ça. Écoutez, merci, je vois pas votre prénom. Mais ça fait du bien aussi de voir qu'on est nombreux. Franchement, on n'en pouvait plus. Qui est au PS, qui est Europe Écologie. Vous avez vu Isabelle Attard, qui était députée écolo, et qui dit que ça lui fait du bien d'être à Nouvelle Donne, qu'elle en avait marre, qu'elle se sentait un peu schizophrène. Donc, merci pour vos encouragements, mais allons-y. On a 4 mois devant nous. Après ça, on continuera, mais il faut vraiment qu'on cartonne aux européennes. La situation est trop grave, il faut qu'on y arrive. D'ailleurs, bonne nouvelle, on a des gens qui nous flinguent. L'article dans Le Monde l'autre jour était assez... scandaleux, ça donnait l'impression que c'était un public reportage écrit par Sfaccherino, mais on a heureusement des citoyens qui se mettent en mouvement partout et de plus en plus des journalistes qui disent finalement c'est intéressant ce que vous dites, je vais vous donner la parole. On aura bientôt 4 pages dans un grand hebdomadaire, sans doute demain je serai chez Laurent Ruquier. Donc on voit bien que le vide politique est tellement troublant que les gens veulent nous donner la parole en disant peut-être que ça mérite qu'on les écoute. Après tout, ils avaient annoncé la crise. Ils avaient annoncé la crise financière, ils avaient annoncé la rechute, ils ont des propositions concrètes. Donc peut-être qu'on peut y arriver, peut-être qu'on va se planter, mais peut-être qu'on peut y arriver tous ensemble. Donc merci pour vos bons compliments, mais on n'y arrivera pas tout seul, c'est pas Pierre ou Bruno, surtout aujourd'hui, ou les amis qui sont dans la salle, on va y arriver tous ensemble. Comment comptez-vous remettre les citoyens au cœur du projet politique? Eh bien, de nos premiers soucis, si on est crevé dans ce moment, un peu fatigué, c'est d'organiser le mouvement pour que chacun et chacune puissent participer à la réflexion sur le projet et les outils. C'est pas juste 3 personnes qui vont faire campagne à la télé ou à la radio, mais on voudrait que nos 5000, bientôt peut-être 6000 militants et militantes aient les moyens, se sentent à l'aise pour en parler à leurs copains, faire une soirée chez eux, aller à 3 ou 4 pour tracter dans un immeuble et pour rencontrer des gens, faire du porte-à-porte, parler, redonner envie à des jeunes ou des vieux qui ne croient plus à la politique, de prendre 1 heure pour lire nos petits bouquins, de regarder nos vidéos. Donc comment remettre le citoyen en disant c'est vous, c'est votre responsabilité. Être citoyen, c'est pas simplement voter une fois tous les 5 ans pour vider Sarkozy. Et au bout de 6 mois, on se dit putain, Hollande m'a vraiment déçu. Être citoyen, c'est agir en citoyen, prendre un moment pour réfléchir, prendre aussi du temps pour la convivialité. Et puis, on aimerait que la Nouvelle Donne soit en même temps un lieu de réflexion, d'action, de convivialité, d'action politique. Et puis moi, mon rêve, c'est aussi que après les élections européennes, on prenne du temps pour se reposer, pour améliorer notre fonctionnement, et qu'on voit aussi quelles actions concrètes
Dans telle ville, on pourrait s'engager avec ceux qui travaillent sur les questions de logement, dans telle ville sur ceux qui travaillent contre les violences faites aux femmes, dans telle ville sur les problèmes de précarité ou de lutte contre l'échec scolaire. Je serais content et nous serions contents si Nouvelle Donne n'était pas juste un mouvement politique qui va aux élections, mais qui agit aussi au quotidien avec d'autres, avec tous ceux et celles qui veulent humaniser la planète. Et que du coup, on serait plus ancré dans la réalité, on pourrait peut-être donner des moyens humains et financiers à toutes ces associations, les aider, et puis on serait plus solide quand on parlerait des questions de logement, des questions de violences faites aux femmes ou des questions de lutte contre l'échec scolaire. Et comment remettre les citoyens au cœur du projet politique, c'est aussi, dans nos 20 propositions, il n'y a pas que des propositions économiques, il y a aussi des propositions sur la démocratie. On n'en peut plus du système monarchique, où c'est juste 3 personnes qui décident de notre avenir et où les ministres et les députés et les citoyens apprennent à la radio les grands axes de la politique. C'est juste choquant. Je ne sais pas si vous savez, mais on est un des rares pays du monde, parmi les pays démocratiques, on a quand même la chance d'être d'un pays à peu près démocratique, mais on est un des rares pays où le système est autant verrouillé. Quand en Roumanie, quand la dictature est tombée, certains grands conseillers ont dit aux élites roumaines que c'était difficile de passer directement de la dictature à la démocratie et qu'il y avait une étape intermédiaire, c'était la 5e République française. Voilà. Donc, à mi-chemin entre la dictature et la démocratie, il y a la 5e République. On peut voter tous les 5 ans, mais le pouvoir est quand même bien conservé aux mains de quelques-uns. Donc ça, on n'en peut plus. Ça nous amène à la catastrophe. Nos élites ne comprennent rien sur la gravité de la crise sociale, du climat, ni ils ne comprennent pas la puissance qu'il y a chez les citoyens pour faire bouger les choses, ils n'ont pas compris la maturité des citoyens, donc on n'en peut plus de ce fonctionnement monarchique, cette petite oligarchie qui n'a rien compris à la crise de 2008 et qui continue à servir quelques lobbies financiers. Donc, même si tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, mais on voit bien qu'il y a un énorme problème de fonctionnement démocratique, donc on voudrait permettre aux citoyens par la loi d'initiative citoyenne, par le référendum d'initiative citoyenne, par le non-cumul strict, pas plus de 3 cumuls dans le temps. Quelqu'un peut être député 2 fois ou 3 fois, mais pas plus. On ne peut pas faire des carrières politiques. Il faut rendre le pouvoir et retourner à la vie normale. Donc on voudrait permettre aux citoyens d'agir en permanence comme citoyens. Concrètement, le référendum d'initiative citoyenne, dès qu'un texte conforme à la Déclaration européenne des droits de l'homme, c'est très important. Il ne s'agit pas de faire des textes racistes ou n'importe quoi. Dès qu'un texte conforme à la Déclaration européenne des droits de l'homme recueille 500 000 signatures, il pourrait être soumis à référendum. C'est comme ça en Suisse qu'ils ont interdit les retraites chapeau, qu'ils ont limité les stock options. Pour, si c'est faisable en Suisse, pourquoi ne pas le faire en France? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas un parti eurocritique? Nous sommes, je vois que Bruno n'arrive pas, donc je vais me mettre en face de la caméra, avec une heure d'hésitation. Nous sommes un parti eurocritique, mais qui n'a pas envie de tout foutre en l'air. On est eurocritique dans le sens qu'on voit bien que l'Europe actuelle n'est plus du tout fidèle aux valeurs des fondateurs. Au départ de l'Europe, il y avait l'idée d'une coopération qui avait besoin de concurrence pour inventer de nouveaux produits, mais qui avait surtout besoin de cohésion et de coopération. Pendant 20 ans, l'Europe a été un espace de coopération, de cohésion sociale. Et puis, on voit en gros, c'est l'arrivée de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher. Il y a eu 2-3 ans où l'Europe, Margaret Thatcher a tapé fort. Souvenez-vous, I want my money back, I want my money back. Les libéraux, il n'y avait pas seulement Thatcher, et ils ont réussi en tapant et en faisant le travail de lobbying à réorienter très gravement la construction européenne. Et depuis 30 ans, on voit que l'Europe n'est plus du tout fidèle dans les politiques concrètes qu'on met en place, sur les services publics, sur le dumping fiscal, le dumping social, aucune volonté d'agir vraiment sur les questions d'énergie et de climat, de façon totalement marginale ou seulement dans les discours. Donc on voit bien que l'Europe a été dévoyée et sortie de ses rails, et donc on voudrait en 2 ou 3 ans faire une contre-révolution, en gros le but de Nouvelle Donne. Il y a eu la révolution libérale de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, et nous on voudrait, avec tous les citoyens, en France et dans d'autres pays, remettre d'aplomb ce que 30 ans de dérégulation ont foutu cul par-dessus tête, et on voudrait remettre d'aplomb ces politiques européennes, donc changer radicalement les politiques européennes. Ça marche ou il y a un problème technique? Pardon, apparemment il y a un problème technique. Donc, on voudrait reprendre la main au niveau voter pour Nouvelle Donne, ça veut dire qu'on veut reprendre la main en France, changer la politique du logement, changer la démocratie, changer le financement des PME, changer le temps de travail, mais aussi reprendre la main. Est-ce qu'on peut vérifier que ça marche? C'est bon? Apparemment, c'est revenu. Donc, je finis sur l'Europe. On est un parti eurocritique. On voit bien que l'Europe actuelle nous amène dans le mur, mais on ne veut pas tout faire casser. Et on pense qu'il faut reprendre la main avec quelques principes clairs.
pour Nouvelle Donne, il ne peut pas y avoir aucun nouveau traité s'il n'est pas approuvé par référendum. Ce n'est pas dans le dos des peuples qu'on doit construire l'avenir de l'Europe, c'est avec les citoyens. Donc c'est très clair, il faut des nouveaux traités, il faut changer les règles du jeu, mais ça passera par un référendum. Deuxième principe, c'est pas à 28 ou 29 qu'on va y arriver. Nous, on pense qu'il faut recommencer avec 8 ou 9 ou 11 pays. Et c'est possible. Regardez la taxe Tobin. Il y a 15 ans, quand des copains, des amis ont créé Attac, on les traitait de gauchistes. Jospin et Schröder ne voulaient pas de la taxe Tobin. Et puis là, ça y est, depuis un an, il y a 11 pays qui ont signé pour mettre en place une taxe Tobin. Donc les marchés financiers se déchaînent, les lobbies financiers se déchaînent. Donc pour le moment, la taxe Tobin, elle existe juridiquement, mais c'est 0,000. Mais si les lobbies financiers se déchaînent, c'est qu'ils ont peur. Donc c'est la preuve que même avec ces traités, on peut, avec 11 pays, avoir une Europe qui taxe les bénéfices, qui taxe les transactions financières, qui lutte contre les paradis fiscaux. Il y a un combat politique à mener, mais la porte est ouverte. Elle est petitement ouverte, mais ce qui a été obtenu sur la taxe Tobin, est-ce qu'on, au lieu de tout faire péter, au lieu de revenir à juste la France, et si on est juste la France, on est un nain au niveau mondial, tandis que l'Europe, même si on n'était que 11, on est la première puissance économique du monde, et on pourrait être la première puissance politique si on met en place une Europe vraiment démocratique. Et du coup, ce ne serait pas les États-Unis et la Chine qui dicteraient les règles au niveau de la mondialisation, mais l'Europe pourrait dire voilà les règles sociales, voilà les règles environnementales, voilà ce qu'on fait. L'Europe pourrait avoir une force d'interposition, une force de paix, une diplomatie. Donc on n'est pas naïf, c'est pas avec 28 ou 29 pays, ça ne se fait pas en 3 semaines, ça se fera pas sans un bras de fer, mais ce qu'a fait Thatcher, ce qu'ont fait les libéraux en 3 ans, ils ont changé radicalement l'Europe. On veut prendre 2 ans ou 3 ans pour changer radicalement l'Europe dans l'autre sens et la remettre en cohésion avec ses valeurs fondatrices. François Junet qui dit la relation parti politique syndicat relève souvent de la guerre de chapelle. Comment est perçue Nouvelle Donne par les syndicats? Faut leur demander. On a beaucoup de syndicalistes parmi les 4500 adhérents de Nouvelle Donne. Il y a pas mal de gens qui nous disent qu'ils sont syndicalistes. On les voit dans toutes les régions, d'un peu tous les syndicats. Mais on ne sait pas encore comment les syndicats en tant que tels nous perçoivent. Effectivement, en France, il y a une vieille tradition de séparation, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Une fois, j'étais hébergé chez le patron de la FGTB, qui est le plus grand syndicat belge. On a dîné de façon très sympa avec lui et sa femme. Il me racontait leur relation. Il débarque dans le bureau d'Elio Di Rupo et il explique à Elio Di Rupo ce qu'il doit faire. Après ça, ils ne sont pas toujours écoutés, mais en Belgique ou ailleurs, il y a moins de blocage dans les relations entre syndicats et partis politiques. Alors bonjour, la proposition d'impôt européen sur les bénéfices dégagerait 21 milliards de marge, mais dans ce cas, les entreprises paieraient en France et en Europe. L'idée, c'est qu'il y a, je ne sais pas si on voit on a la courbe ici. Non. Il y a un dumping fiscal au niveau européen qui fait que le taux d'impôt sur les bénéfices est passé de 37% à 25%. Si vous allez sur le site de Nouvelle Donne, vous voyez la courbe, c'est vraiment impressionnant. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de bénéfices, on voit que dans tous les pays, on baisse l'impôt sur les bénéfices parce que l'Irlande est rentrée et veut attirer les entreprises, donc l'Irlande baisse son taux d'impôt et du coup tous les pays doivent baisser leur impôt en disant sinon les entreprises iront en Irlande. Si on revient à Roosevelt, quand Roosevelt est arrivé au pouvoir en 1933, c'était le même problème. Le Texas baissait son impôt pour attirer les entreprises, puis la Floride baissait son impôt, puis l'Arkansas. Et les entreprises faisaient du tourisme fiscal et les caisses étaient vides. Et donc Roosevelt arrive et puis il parle un jour à la radio, il dit « Mes amis », chaque semaine ou presque, il parlait aux citoyens en disant « Mes amis, voilà le problème et voilà la réforme que cette semaine je vais faire voter par le Congrès ». Et donc il y a une fois où Roosevelt arrive et dit « On ne peut plus continuer ce dumping, les caisses sont vides alors que les bénéfices explosent, et donc on va créer un impôt fédéral. » Aux États-Unis, c'est un impôt à 40%, et ça Reagan ne l'a pas fichu en l'air. Que vous soyez au Texas ou en Floride, c'est Washington, c'est le niveau fédéral, qui prélève 40% des bénéfices, qui en garde une petite partie pour le budget fédéral, et qui en renvoie au Texas ou à la Floride en fonction de leur population. Donc là, l'idée, voilà, merci Thomas pour voilà la courbe. Vous voyez, le taux d'impôt, c'est les chiffres officiels. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais le taux d'impôt passe de 37 à 25. Donc c'est quand même paradoxal de se dire qu'aux États-Unis d'Amérique, le pays soi-disant libéral, l'impôt sur les bénéfices est à 40% aujourd'hui, tandis qu'il n'est plus qu'à 25% en Europe. Donc on propose un impôt européen sur les bénéfices, non pas un impôt sur les personnes. On dit justement, au lieu d'augmenter la TVA sur tout le monde, au lieu d'augmenter les impôts sur les familles en France, sur les personnes en France, on ferait mieux de créer un impôt sur les bénéfices, de même qu'on taxe sur les transactions financières. Il faut, peut-être avec les mêmes pays, créer un impôt sur les bénéfices. Et la France, actuellement, le budget européen est financé par la France, l'Allemagne, la Pologne, qui envoient chaque année 1% de leur PIB
pour financer le budget européen, la politique agricole et tout le reste. Et là, l'Europe serait financée par des ressources propres, l'impôt sur les bénéfices, la taxe Tobin ou d'autres ressources, une écotaxe. Et si le budget européen était financé par des ressources propres, la France économiserait 21 milliards. Les 21 milliards que chaque année on envoie à Bruxelles. Donc ça veut dire que ces 21 milliards, on en dispose comme on en veut, soit pour baisser certains impôts, et pour faire une vraie réforme fiscale en France, soit pour mettre le paquet sur l'université ou sur la recherche ou sur le logement. Ça nous donnerait 21 milliards de marge de manœuvre en plus. Donc quand votre question c'est est-ce que les entreprises paieraient en même temps l'impôt en France et au niveau européen? A priori oui, sauf si on décide, et on reviendrait au même taux qu'il y a 25 ans, sauf si on décide qu'avec ces 21 milliards, on fait une vraie réforme fiscale, aussi par exemple pour alléger l'impôt sur les PME. Vous savez qu'en France, les PME payent beaucoup plus d'impôts que les grands groupes. Donc on est en train de voir ces 21 milliards de marge de manœuvre, qu'est-ce qu'on fait pour changer la fiscalité en France? Mais si on n'a pas cette marge de manœuvre, toutes les réflexions sur la réforme fiscale sont un peu inutiles. On voit qu'on n'aura pas d'huile pour mettre dans les rouages. Question de Serge. Quels sont les engagements frappants en matière de logement? Je ne sais pas si c'est frappant ou pas, mais on constate que la France est le pays d'Europe où les loyers sont les plus chers. 35% plus cher, on est en moyenne 35% plus cher que le reste de l'Europe. C'est juste scandaleux quand on voit qu'il faut au minimum 800 € pour se loger dans la région parisienne et que les tarifs sont aussi monstrueux à Toulouse, à Lyon, à Grenoble ou à Rennes. Donc il faut massivement agir contre ce problème, et en particulier y mettre des moyens financiers, même si ce n'est pas le seul souci, mais il faut dégager des ressources nouvelles. Et on montre qu'une des façons de le faire, c'est d'orienter l'épargne publique vers la construction de logements, parce que le marché tout seul ne va pas le faire, surtout quand il y a de plus en plus de précarité, quand les gens ont de plus en plus des contrats courts, des CDD, ou ne savent pas s'ils auront encore un boulot dans 3 ans ou dans 5 ans. C'est pas sur l'initiative privée qu'il faut compter pour régler le problème du logement. Donc on voit qu'il faut massivement construire et mettre en mouvement les logements vides, qu'il faut donc des financements pour le faire. Et une façon de le faire, c'est pas la seule, mais c'est quelque chose d'un peu frappant, c'est d'utiliser le fonds de réserve des retraites. C'est ce qui a été fait aux Pays-Bas. En fait, c'est pas une idée de nouvelle donne, c'est qu'on est allé voir dans d'autres pays comment ils ont réglé le problème. Et aux Pays-Bas, par exemple, le fonds de réserve des retraites, au lieu d'être mis sur les marchés financiers, ils ont dit on va le mettre sur le logement. C'est moins risqué c'est de l'épargne collective, c'est moins risqué, c'est moins casse-gueule que de le mettre sur les marchés financiers, et c'est rentable. Et aux Pays-Bas, c'est massif. C'est pas juste un petit quartier sympa dans un coin, c'est plus de la moitié de tous les logements qui existent aux Pays-Bas, plus de 50% du stock sont gérés par des coopératives, financées par le fonds de réserve des retraites, et c'est rentable, parce que tous les mois, il y a 1 million de gens qui envoient leur chèque de loyer, et ça crache de 2,5% de rentabilité. Donc on pourrait le faire en France. En France, il y a 36 milliards dans le fonds de réserve des retraites, donc sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette, on pourrait dire par décret que ces 36 milliards, au lieu de les mettre sur les marchés financiers, on les met sur le logement. C'est 36 milliards, alors que l'an dernier, les députés avaient mis 2 milliards sur le logement, donc ce serait pas mal de plus. Et derrière, il y a 1600 milliards en France d'épargne. On pourrait se dire que c'est rentable et que petit à petit, on utilise chaque année, on pourrait dire que 10% du flux qui va sur les livrets A ou autres va sur la construction de logements sociaux, logements intermédiaires. Et puis, il faut voir dans chaque région, les besoins ne sont pas les mêmes. Ici, il faut des logements étudiants, ici, il faut du logement social, ici, il faut du logement intermédiaire. On peut débloquer le financement au niveau national et gérer région par région ou communauté urbaine par communauté urbaine. Salut à tous, dit Jo, Trias, l'écologie est une épine dans le pied, à qui veut parler vrai aux consciences. Qui sont vos collaborateurs dans ce domaine? Nous n'avons pas de collaborateurs, on a des amis avec qui on travaille dans différents réseaux. Je n'ai pas donné les noms des réseaux parce que c'est des gens qui s'engagent à titre personnel et qui nous aident à réfléchir. Encore ce matin, on a travaillé pendant 2 heures avec quelqu'un qui est très connu sur les questions de climat. On voyait comment financer, comment trouver 1000 milliards pour sauver le climat. On voit bien en gros que l'écotaxe en France, ça va être totalement marginal, car plus personne ne peut contester la gravité du problème climatique. Il y a quelques semaines, il y avait des milliers de morts aux Philippines, puis c'est un typhon aux États-Unis, puis c'est des inondations en Bretagne, puis c'est 2 morts dans le Var. Moi, mon village des Pyrénées a été coupé du reste du monde à cause des inondations. Le nombre d'événements climatiques extraordinaires a triplé en 30 ans. C'est Munich Re, le plus grand réassureur mondial, qui dit qu'on ne peut plus avoir aucun doute sur la gravité du dérèglement climatique. Donc il faut prendre le taureau par les cornes et mettre les moyens financiers pour faire des travaux d'isolation, pour changer nos modes de transport. Il y a un besoin considérable d'investissement.
Et ça peut, deux bonnes nouvelles, il n'est sans doute pas trop tard pour agir, on espère qu'il n'est pas trop tard pour agir, mais il faut le faire fort et vite. Et les bonnes nouvelles, c'est que ça pourrait économiser 1 000 € par personne ou par famille et par an. C'est la Commission européenne qui le dit, c'est pas un groupe d'écolos déjà convaincus, c'est la Commission européenne qui dit on pourrait économiser 1 000 € chaque année pour chaque famille si on prenait au sérieux la question du climat et si on isolait nos immeubles et nos maisons. 1 000 € d'économie, c'est peut-être pas mauvais à faire pour chacun de nous. Et deuxième bonne nouvelle, une étude du CNRS qui dit qu'on pourrait créer 200 000 emplois, 200 000 emplois créés en France, des emplois utiles, des emplois stables, si on met le paquet sur les économies d'énergie. Donc la question est de savoir comment on amorce la pompe. Eh bien, on a rédigé un pacte énergie, climat, pouvoir d'achat, et on dit que l'Europe, on a mis 1 000 milliards pour sauver les banques. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre 1 000 milliards pour sauver le climat? Et on se donne 20 ans. C'est pas du one shot comme pour le photovoltaïque où on fait un effort et puis on flingue les gens qui avancent. On sait que pendant 20 ans, on a de l'argent. Chaque pays a un droit de tirage. En gros, la France peut avoir chaque année 20 milliards, un taux quasiment à zéro auprès de la Banque européenne d'investissement. Et on sait que dans chaque région, on peut former les gens, organiser les filières, recruter des gens. Pendant 20 ans, il y aura du financement pour faire ces travaux d'isolation et ça coûte beaucoup moins cher pour les particuliers, les collectivités qui veulent faire ces travaux. Donc voilà, on me dit que c'est la dernière question. Nouvelle Donne est-il un parti d'économistes qui ne parle pas des questions institutionnelles? Ben non, Hydronium, il faut aller sur notre site. J'ai parlé tout à l'heure de la loi d'initiative citoyenne, du non-cumul. On travaille aussi, vous verrez dans notre manifeste, sur le fait qu'il faut avoir une vraie cour constitutionnelle. Quand on voit par exemple comment le Conseil constitutionnel a annulé une petite avancée qui, pour lutter contre les paradis fiscaux, les députés, il y avait une avancée pour obliger en gros les consultants en évasion fiscale à donner des informations au fisc, et le Conseil constitutionnel l'a annulé. Donc il y a d'autres pays où la loi a été votée, où c'est un des moyens pour les gouvernements de lutter contre les paradis fiscaux. Donc on voit bien qu'on a un vrai problème de démocratie en France. C'est pour ça que Nouvelle Donne fait des propositions très concrètes pour aller vraiment vers le non-cumul et vers le statut de l'élu, vraiment vers le partage du pouvoir. La loi d'initiative citoyenne, c'est fondamental. Le référendum d'initiative, c'est fondamental. L'initiative citoyenne, une vraie cour constitutionnelle, une justice administrative qui a plus de moyens. Tout ça, on est en train d'y travailler dessus. On voudrait avancer en même temps sur les questions sociales, les questions climatiques, les questions européennes et les questions de démocratie. Parce qu'on pense que le facteur commun, la cause principale ou la cause commune à la crise sociale, à la crise financière, à la crise climatique, c'est le manque de démocratie. Si on avait un fonctionnement plus démocratique, on aurait sans doute depuis longtemps agi sur les questions sociales, sur les questions financières, sur les questions climatiques. Donc il faut en même temps faire des propositions concrètes dans ces trois domaines et débloquer la démocratie. C'est le but de Nouvelle Donne. On me dit qu'il faut que je m'arrête. Je m'arrête, mais merci à tous et toutes d'être là. Et puis engagez-vous dans les groupes locaux. Vous trouvez les adresses sur le site internet Nouvelle Donne. Et la prochaine fois, Bruno sera là à ma place. On s'organisera mieux. À bientôt. Bonne soirée.